Madame, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue à ce nouvel épisode de cette série d'émissions avec un invité que vous connaissez déjà, c'est le docteur Paul Fokam, qui est professeur de leadership et de géostratégie, qui est également chercheur en sciences et en culture africaine. Avec lui, nous avons évoqué lors des 2 premiers épisodes la question de l'actualité avec notamment cette guerre en Ukraine. Nous avons parlé de la lutte contre le terrorisme en Afrique et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui fait l'actualité en Afrique depuis plusieurs décennies, c'est la question épineuse de la monnaie. Ceux qui sont dans la zone du franc CFA savent très bien de quoi il s'agit parce que la sempiternelle question de la sortie ou non du franc CFA est toujours d'actualité. Avec lui qui a déjà eu à prendre parfois des positions sur cette question, nous allons revenir et aller en profondeur sur un certain nombre de choses. Docteur Fokam, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté de nous recevoir et d'avoir accepté de partager avec nous. J'ai envie de demander, mais qu'est-ce qui a changé? De plus en plus, vous êtes enclin à accepter. Il y a quelques années, pour avoir une interview de vous, c'était la croix et la bannière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, vous êtes disposé à partager? Parce que je vieillis. Je vais me contenter de cette réponse. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur. La vérité est que oui. Je ne suis pas prêt à accepter tout le temps, mais se taire aussi de façon trop longtemps, avec des événements aussi importants qui se passent dans le monde, c'est une faute. D'accord. Je préfère mieux celle-là. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur. La monnaie. On en entend parler depuis plusieurs décennies. Et en préparant cette émission, je me suis posé une question somme toute bête. Mais c'est quoi la monnaie au fait? On en parle tellement, mais est-ce qu'on a vraiment défini la monnaie? Est-ce qu'on sait finalement ce que c'est? Et c'est pour ça que je me suis dit, en guise de première question, je vous demanderai de nous définir la monnaie. Je suis très heureux que vous avez certainement suivi l'émission du questionnement. Justement. Puisque vous commencez par vous poser la question, c'est quoi la monnaie en fait? C'est un instrument de paiement. Tout simplement. Tout simplement. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une monnaie, justement, peut être plus importante, plus forte, moins forte? Si c'est juste un moyen de paiement, j'ai envie de dire, de manière prosaïque, les monnaies seraient équivalentes, puisque c'est un moyen de paiement comme un autre. Non, ça ne peut pas être équivalent parce que, vous savez, dépendant de la puissance économique, dépendant de votre événement sur le plan national comme sur le plan international, etc., on peut avoir besoin d'une monnaie que de l'autre. N'oublions pas que c'est un bien, la monnaie, c'est-à-dire un bien marchand qui a une valeur basse et une valeur haute. Donc, qui peut être coté et qui est coté même en bourse, la monnaie. Donc, c'est ce qui justifie ces différentes fluctuations. C'est normal que les fluctuations. Et quand il n'y a pas de fluctuation, il y a quelque chose d'anormal. Justement. Alors, revenons un peu à l'origine de la monnaie. J'ai aussi eu à le voir dans certains de vos ouvrages. Vous dites qu'à l'époque, ça n'existait pas, ce moyen de paiement. L'essentiel était fait par le troc, les échanges. Qu'est-ce qui a justifié à un moment donné l'émergence de la monnaie? Pourquoi on n'est pas juste resté dans le troc? Pétrole contre technologie, gaz contre... Pourquoi à un moment donné il a fallu que la monnaie arrive? C'était le problème qui se posait, c'était le développement économique. Ce développement économique a impliqué que ce que tu as besoin n'est pas nécessairement ce que j'ai besoin. Donc il fallait créer un instrument qui permet à tout le monde de prendre, d'acheter comme il veut, quand il veut, ce que l'autre a besoin et qu'il puisse utiliser aussi pour acheter ce que l'autre a besoin. Je le fais vraiment caricatural,
Oui, mais ça permet de comprendre. Ça veut dire que si moi j'ai besoin de gaz et que mon vis-à-vis, justement, n'a pas de gaz et que c'est une tierce personne qui en a et mon vis-à-vis qui veut commercer avec moi, voilà. Alors il faudrait que j'ai un instrument qui me permette justement d'aller chercher le gaz où il y a. Je pense qu'on a, on a très bien compris ça. Oui, c'est un instrument accepté par tous, alors ça facilite l'échange. Et c'est à partir de ce moment que l'échange s'est trouvé assez rapidement facilité. Alors, sur l'actualité, on s'est rendu compte que l'une des conséquences immédiates de cette guerre en Ukraine a été la chute de l'euro. Mais je veux vous interpeller davantage sur le dollar. J'ai envie de comprendre cette monnaie qui dure à travers le temps. Parce que, quel que soit le niveau de secousse que le monde connaît, on a l'impression que le dollar arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier cette suprématie du dollar par rapport aux autres monnaies? L'explication date de la Deuxième Guerre, où, à partir de la Deuxième Guerre, les États-Unis ont aidé les puissances européennes ou les pays européens à sortir de la guerre et à sortir vainqueurs. À partir de ce moment, l'hégémonie américaine a commencé à se développer, et à se développer bien sûr avec leur dollar. Ensuite, progressivement, à cause de cette hégémonie, ils ont réussi à imposer ça comme monnaie de référence dans les matières premières. À partir de ce moment, ça s'est imposé par elle-même, la monnaie de dollar pour la monnaie américaine, s'est imposée par elle-même comme une réserve de valeur. Et donc, beaucoup de pays se sont mis pour prendre le dollar comme si c'était de l'or. Puisqu'il faut quand même reconnaître qu'au départ, toute monnaie était créée sur la base de l'or. Donc, tu as telle quantité, tu as tel nombre de billets, il y avait une équivalence en or. Donc, mais comme le dollar est devenu un instrument de réserve de valeur, ça c'est à peu près comparé à l'or, ça a pratiquement pris un peu la place. Il faut dire que beaucoup de monnaies aussi sont devenues aussi réserves de valeur, n'ayant pas exactement les mêmes valeurs. Alors, pourquoi à un moment donné, justement, le dollar, qui pendant longtemps était arrimé à l'or, n'est plus arrimé à l'or? Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Parce qu'on savait justement que la monnaie était liée intrinsèquement à l'or. Mais le dollar, qui était la monnaie convertible en or, décide à un moment donné, où les autorités américaines, parce que le dollar n'a pas décidé lui-même, décide que le dollar ne va plus être arrimé à l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la chose est simple. C'est comme je vous ai dit, après la guerre de 1945, il y avait beaucoup de dollars en Europe, surtout en France. Et arrivé à un certain moment, un pays comme la France, sous De Gaulle, a décidé dans les guerres géopolitiques, à dire aux États-Unis, si vous amusez, je vais vous demander de me donner les quantités d'or correspondant au dollar que j'ai dans mes réserves. Et le lendemain, les États-Unis ont dit, OK, on a bien compris, cette menace peut arriver un jour. A décidé le lendemain que le dollar n'est plus arrimé à l'or. Mais j'ai envie de dire, il est arrimé à quoi aujourd'hui le dollar? C'est une monnaie qui visiblement est flottante. Arrimé à rien, sinon à l'économie américaine. Et l'économie américaine est une fiction. C'est-à-dire que ça peut varier d'un coup par le buée, ça varie par rapport à la bourse. Comme vous voyez par exemple les entreprises dans les bourses. Il suffit qu'un politique crie ou rit. Et puis, on le voit aujourd'hui davantage avec la guerre en Ukraine, comment effectivement ça se comporte dans les différentes bourses à travers le monde. Donc, ce que vous essayez de nous dire aujourd'hui, c'est que la monnaie est devenue une pure spéculation. C'est pas devenu, ça a été et ça reste. C'est une pure. C'est pas devenu, ça a été et ça reste. Puis c'est un instrument d'échange de valeur. Alors, d'échange de biens, pardon. Justement, venons-en au continent africain. Depuis des décennies, il y a des débats. On en a tellement entendu.
Vous-même, vous avez parfois eu à vous prononcer sur la question. Commençons par une zone que vous connaissez très bien, c'est la zone du franc CFA. Et je me rappelle que dans l'un de vos livres, pas le plus récent, puisqu'il y a eu le questionnement entre-temps, le livre que vous avez fait avec celui que vous appelez affectueusement votre grand frère Gervais Kofi John Doe, Oui. vous dites que l'une de... Deux capitaines d'industrie se racontent. capitaines d'industrie se racontent, justement. Vous dites que l'une de vos plus grandes erreurs, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose de grand en zone franc, avec le franc CFA. Est-ce que vous redites ça aujourd'hui? Oui. Et pourquoi Je le c'était un dirais problème? avec plus de force encore. Plus de force encore. Quel est le problème que vous pose le franc CFA, Dr Fokam? D'abord, il n'a pas les caractéristiques d'une monnaie. Expliquez-nous ça. Premièrement, est-ce que le franc CFA est fluctuant? Non, mais on nous dit que c'est plutôt une bonne chose. Je vous ai dit que la monnaie c'est un bien qu'on peut, donc qui a un coût, donc qui a un prix, et qui peut s'échanger sur le marché et qui doit varier. En dehors du franc CFA dans le monde, vous avez vu une monnaie qui n'est pas fluctuante? Non. Donc ça, c'est une exception. Mais on nous vend ça comme un avantage. On nous dit avec cette monnaie qui a une parité fixe, on est sûr qu'on va éviter des inflations, on est sûr que voilà. On reviendra, mais si vous l'avez accepté comme un avantage, je respecte votre opinion. Mais si vous vous êtes posé seulement une question, s'agit-il réellement d'un avantage? Vous allez vous-même découvrir que peut-être ce n'est pas l'avantage. Mais le problème ne se situe pas. Pour revenir à votre question, la vérité est que, même comme son nom le dit, vous êtes franc CFA, c'est le franc, c'est des colonies françaises, non? Mais ça a changé entre-temps, ça c'est l'ancienne appellation. Coopération, Voilà. c'est le franc de la coopération. Oui, française et en Afrique, justement, si on veut définir ça de manière littérale. Ça veut dire quoi? Je dis cette monnaie ne peut pas appartenir aux Africains. J'ai envie de dire c'est normal, c'est pas eux qui l'ont créé. Et la monnaie a pour but d'assurer le développement. Ça a pour but de faire décoller une économie, de réguler l'inflation, de dire l'inflation est haute, je vais baisser, l'inflation est basse. Voici l'exemple clair de la monnaie. D'accord? Mais De Gaulle, qui créa cette monnaie, n'a jamais dit qu'il fait avec l'Afrique la coopération. Il n'a jamais parlé du développement. Donc ce n'est pas une monnaie de développement, c'est une monnaie de coopération. De Gaulle n'a jamais promis à l'Afrique le développement. Si tu lis l'ensemble de ses écrits, il a promis la coopération. Ce qui veut dire quoi? En ce qui concerne le CFA, vu de la France, ça remplit totalement son rôle. Vu de l'Afrique, je ne crois pas que ça puisse remplir son rôle. D'abord, pour plusieurs raisons. Donc, je vais citer quelques-unes. Allez-y. La première, c'est qu'un pays qui est supposé être indépendant doit avoir 3 instruments. L'indépendance est assise sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le drapeau. Le deuxième pilier, c'est l'hymne. Le troisième, c'est la monnaie. Lorsque vous n'avez que 2 piliers, vous êtes quand même estropié. Oui, on peut le dire. Bon, ça vous reste. Donc, vous n'avez qu'une indépendance partielle. Pire, c'est le troisième facteur. Votre porte-monnaie se trouve chez celui qui vous a promis la coopération. C'est bon, non? Il n'a pas violé les accords. C'est la coopération. Donc, vous ne pouvez acheter une belle chemise que s'il veut. Vous ne pouvez acheter... Non, allez au quartier avec la petite amie que
que Sylvain, d'accord? Je voulais donner ça exprès pour vous donner à quel point on vous contrôle. Troisième facteur, ce n'est pas fluctuant. Quatrième facteur le plus important, c'est que ce n'est pas vous qui imprimez cette monnaie. Ce n'est pas votre banque centrale. Donc la décision d'imprimer quand votre économie en a besoin et de retirer de la circulation quand votre économie en a besoin dépend d'une autre personne qui a en même temps un droit de veto sur toute décision que vous pouvez avoir à prendre. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On sort du franc CFA, on entend ce discours-là depuis, mais au lieu de sortir du franc CFA, récemment en Afrique de l'Ouest, on a fait une réforme. On a dit non, on va avoir l'écho à la place du franc CFA. C'est quoi finalement, Dr Foka? Parce que comprenez que nous autres, et je pense que certains téléspectateurs en viennent à se perdre. Ça fait des années qu'on dénonce. Qu'est-ce qu'on fait? On y sort? Et si oui, comment? Sortir ou ne pas sortir, je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre, malheureusement. Est-ce que le problème est de sortir pour sortir ou le problème est de résoudre la question de fond? Si j'avais par exemple un modèle comme la Banque européenne, je vous recite la Banque européenne. La Banque européenne, l'état-major est constitué de qui décide au jour le jour, est constitué des gouverneurs de tous les pays. Membres de l'Union européenne. Membres de l'Union européenne. Membres de l'Union monétaire. Monétaire, justement. Oui, qui a en commun l'euro comme monnaie. Qui a en commun l'euro. Oui. Chez nous, on a confié le sort de tous les pays, par exemple en zone UEMOA, à une personne. Les autres sont des petits agents. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Si au moins cette petite réforme était faite, peut-être que chaque pays a, si ce n'est pas un gouverneur, au moins un vice-gouverneur. Et que la politique monétaire se faisait en commun, et non par une personne appartenant même à un pays, décidée par un président d'un pays. Le problème est grave. Comment, dans ces conditions, on peut développer une économie? Ça, c'est la première. Donc, le problème n'est pas sortir ou ne pas sortir. On peut faire une monnaie commune. Mais dans quelles conditions? Chaque économie doit avoir ses spécificités. Et ces spécificités doivent être protégées lorsqu'on prend la décision globale. Le deuxième élément important, parce que sortir, ne pas sortir, si on sort et on continue à prendre tout notre or et on vend et on envoie à l'extérieur, on va supporter cette monnaie avec quoi? Mais si on reste et on détourne l'or du Cameroun, l'or de Côte d'Ivoire, l'or de machin, reste au trésor de la Banque centrale du Cameroun, la Banque centrale de Côte d'Ivoire, la Banque centrale du Sénégal, la Banque centrale, etc., etc. Vous avez là un instrument de soutien d'une monnaie fondamentale, sans même sortir. Mais pour que je comprenne bien, on est obligé de vendre ces matières premières pour avoir de l'argent. Si vous dites qu'on ne vend plus et qu'on stocke ces matières dans nos banques centrales, comment on fait? Vous êtes naïf, vous. Enfin, excusez-moi. Je le confesse. Excusez-moi. Sur cette question, principalement, je le confesse. Bon, vraiment, je veux dire terre à terre. Allons-y. Si j'ai mon or là, et je mets des instruments pour dire que donnez-moi l'argent, je te donne ça en garantie. Mais ça arrête sur moi, c'est mon argent. Quand je vais rembourser, si je rembourse, bah, tu prends l'or et c'est un problème. Donc l'or deviendra à ce moment-là comme la garantie que nous prenons à la France, par exemple. Parce que pour le franc CFA, c'est pas à la France que je donne à tout acteur économique. Oui, je comprends très bien. Oui. Ouais. Je prends mon diamant, je mets là, je crée un instrument. Je dis, bon, ceci vaut 2 grammes de diamant, 3 grammes de machin, on me donne de l'argent. Le problème, c'est de quoi? Où est le problème? On fait comme si... Mais est-ce que je ne peux pas transformer ma mine de reptiles en argent? C'est quoi? Tout est fictif. Mais l'Africain, les Africains, doivent penser, réfléchir. Et le professeur Maurice Kamto disait urgence de pensée. J'ai toujours ajouté urgence de pensée et de questionnement.
s'il vous plaît, réfléchissons ensemble. Nous n'avons pas de dire on va vendre le matin. Pourquoi je vends quelque chose? Quand tu veux prendre un crédit, tu donnes ta maison en hypothèque. Est-ce que ta maison appartient à quelqu'un? Ça n'appartiendra que le jour où tu ne rembourses pas, non? Alors, le problème est lequel? Mais pourquoi on ne le fait pas, Dr Fokam? Je vous pose la même question. Alors, vous attendez, qui marchez, je ne sais pas faire la croisez les princes africains. Je ne suis pas politicien et je n'ai pas envie d'ailleurs à mon âge. On ne s'engage pas en politique. Je ne veux pas faire de la politique. Mais vous ne me demande pas pourquoi. Vous devez jouer un rôle. Je suis un scientifique. Oui. Si on me consulte, je donnerai mon avis. Si on ne me consulte pas, je resterai dans mon coin. Puisque j'ai décidé d'être acteur de la scène économique et acteur de la scène de l'éducation. Point. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Ça sera une fuite en arrière. Parce que quand on vous écoute, et c'est souvent les réactions qu'on a quand on fait des émissions avec vous, des commentaires, des gens qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'il dit ?» Et pourquoi, selon vous, les dirigeants qui ne sont pas tous, permettez-moi l'expression, des abrutis, ne se rendent pas compte que c'est là la solution? Pourquoi? C'est une question énigmatique, mais qui mérite à un moment donné qu'on y réponde. Pourquoi on ne fait pas ça? Ça semble si simple quand on vous écoute. Parce que nous sommes complexés. On revient à la question du complexe. Oui. Vous avez vu déjà combien de chefs d'État africains réunir l'intelligence africaine pour dire qu'est-ce que je fais. Même ceux qui sont en train de faire la révolution, vous les avez vus réunir une intelligence africaine pour dire qu'est-ce que je fais. Peut-être ils le font en cachette aussi. Il y a des conseillers occultes, des conseillers privés. Les think tanks ne sont pas aussi privés que ça quand même. Et puis tu n'as aucun problème à dire que j'ai invité tel think tank pour penser pour moi. Tout au contraire, c'est un honneur. Donc votre problème, c'est que les dirigeants africains ou les princes africains, comme on préfère les appeler, ne consultent pas, n'écoutent pas. Non, chaque fois qu'ils sont élus, ils deviennent de super hommes. Ils sont même entourés de conseillers. Mais il y a beaucoup de conseillers dans les présidences. Dont ils ne se réunissent pas tout le matin pour dire tel problème s'est posé, on fait quoi? Tel problème s'est posé, comme tu le verras aux États-Unis. Où tout le matin, le président se réunit avec ses conseillers pour dire tel secteur, comme tu le verrais sans doute en France. Il y a ce problème-là. Alors pour revenir sur la question de la monnaie de manière générale, est-ce que la solution aujourd'hui va être individuelle ou collective? Est-ce qu'un pays, prenons le cas du Mali, qui fait l'actualité aujourd'hui, qui se retrouve au cœur des sanctions, notamment de l'UMOA, peut décider, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire du Mali, de sortir du franc CFA et de back money? Et dans ce cas, est-ce qu'elle a des chances de s'en sortir? Aucune chance de perdre. Il a 99% de chances de s'en sortir. N'importe quel pays, quelle que soit la taille, veut créer sa monnaie. Mais il faut respecter les codes de création d'une monnaie. C'est tout. Il faut qu'il s'entoure de gens capables de lui dire attention, 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 c'est tout. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun pays. Singapour, c'est un petit pays, a une monnaie. Même l'Afghanistan a sa propre monnaie. J'étais assez surpris de découvrir ça. Oui, l'Afghanistan a sa propre monnaie. Mais en fait, est-ce que l'autre a disparu de la carte? Sao Tomé a sa monnaie. Est-ce qu'elle a disparu de la carte? Mais ça reste un petit pays qui, économiquement, a du mal à décoller. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à cette monnaie? Ce n'est pas lié à la monnaie. C'est lié à la capacité de gestion. Ce pays, on peut le transformer en un grand paradis de tout ce que tu veux. De tourisme. Encore que les îles, c'est des îles en or de tourisme. Pour vous, la solution n'est pas forcément commune, parce qu'on entend certains experts dire il faut, si un pays sort seul, il est foutu, il ne pourra pas s'en sortir. C'est encore le mimétisme africain. Vous comprenez? Si tu sors seul, tu es foutu. Qui est déjà sorti seul est foutu. La Mauritanie en Afrique, par exemple, est sortie du CFA. Oui, le Mali est sorti et est rentré. Oui. La Guinée de Sékou Touré avait dit non et jusqu'aujourd'hui a sa propre monnaie. Et a une économie qui peut, si un dirigeant qui peut décider de l'avenir de la Guinée, de jouer sur
tout sans se poser de problème. Et puis, l'exemple en Europe, il n'y a pas de très petits pays qui ont leur monnaie, des très petites îles. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne dis pas, ensemble, on sera plus fort. Ça, c'est clair. Si on ne peut pas, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas de dire on sort ou on ne sort pas. Le problème est une réforme en profondeur. On peut rester ensemble et faire la réforme en profondeur nécessaire et dire qu'on reste comme ça. On peut aussi décider que chacun sort. Et puis après, on se réunira. Donc, les doctrines qui se jouent, enfin, ça ne se joue pas entre les gens, nous autres qui étudions aussi les autres sciences, nous n'avons pas ce dogmatisme de sortir ou ne pas sortir. On a le dogmatisme d'être maître de notre économie. Alors, notre politique économique, s'il vous plaît. Est-ce que la réforme récemment dans la zone UEMOA avec l'éco, ça vous fait déjà rire, ou je veux dire sourire, mais j'ai quand même envie d'aller au bout de ma question. Est-ce que ce n'est pas un commencement de quelque chose? De quoi? D'une nouvelle. Est-ce qu'il y a eu une réforme? Oui, il y a eu une réforme. Non, la France ne va plus siéger au conseil d'administration. La France ne va plus faire un certain nombre de choses. La seule chose qui est restée, c'est la garantie. Mais c'est l'essentiel. On te garantit quelque chose que tu as. Mais je ne comprends pas. Tu sais qu'avec les mines disons, du Tchad, les mines d'or déjà du Niger, il peut garantir la monnaie française. Il faut sortir tout ça du sol. Ça peut garantir la monnaie française. Et vous me voyez très embêté parce que c'est à moi de vous demander, mais pourquoi le Niger ne fait pas plus? Pourquoi est-ce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout, pourquoi ils ne font pas plus? Vous savez la quantité de l'or qu'on sort à Bétaré, Oye, dans l'est du Cameroun, c'est difficile de savoir. Je ne suis pas sûr que le gouvernement même sait. Parce que bon. Je ne suis pas certain. Non, mais quand tu vas dans les services de l'intelligence, on peut savoir un peu. On sait. On sait. Bon, comme je ne suis pas allé, je n'ai pas de réponse à te donner. Alors, Dr Fokam, on va sortir avec cette question sur la monnaie en vous demandant justement qu'est-ce que vous préconisez? Par quoi est-ce qu'on commence? Parce qu'on est en train de conclure cette série sur la malédiction de l'Afrique. Et vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui disent « mais l'Afrique est maudite ». Parce qu'avec tout ce que vous dites, on a parlé d'un certain nombre de choses. On parle de 60% des réserves de matières premières, 30% des terres arables, 30 millions de kilomètres carrés, le continent le plus grand dans lequel on peut y mettre l'Europe, la Chine, etc. Ce sera forcément dans les années à venir, si ce n'est même déjà le cas, le continent le plus peuplé au monde. Mais avec tout ça, on est aussi le continent le plus pauvre, où on manque de tout, impossibilité de se soigner, etc. Ce paradoxe-là, quand est-ce qu'on y met un terme? Et par quoi est-ce qu'on commence? Et pour revenir à notre thématique sur la monnaie, quel est le rôle que doit jouer la monnaie dans ce redressement-là? Pourquoi est-ce qu'on commence? Par l'éducation. L'éducation. L'éducation du questionnement. Pour la monnaie, c'est la monnaie qui est le propulseur de toute économie. Et on doit unir les intelligences nécessaires pour repenser le problème de la monnaie. Pour décider de faire une monnaie individuelle ou une monnaie commune en fonction des zones géographiques. Et aucun tabou ne doit être fait pour décider d'être maître de sa monnaie. Maître de sa monnaie veut dire aussi d'être le seul capable d'imprimer cette monnaie.
Quel est l'avantage de pouvoir imprimer sa monnaie, Dr. Fokam? Parce que tu décides du jour. Parce qu'on parle beaucoup justement du fait que la monnaie soit imprimée ailleurs, puisque c'est juste un papier, quelle que soit l'imprimerie. Pourquoi on n'imprimerait pas, je ne sais pas, au Sud-Soudan la monnaie du Cameroun, ou je ne sais pas, aux États-Unis la monnaie de la France, par exemple? Si la Russie imprimait sa monnaie en France, qu'est-ce que ferait aujourd'hui? On est devant un cas pratique. Un cas pratique, oui. Bon, la preuve, le seul fait que peut-être la Banque centrale de Russie a quelques réserves dans les banques européennes, il a bloqué cela. Tout ça a été bloqué. On a vu l'une des mesures, c'était de bloquer tous les avoirs russes. Et vous me posez donc quelle question alors? Vous n'êtes maître que chez vous. Vous ne pouvez pas être maître chez l'autre. Vrai ou faux? Donc, ça fait partie de la souveraineté que d'imprimer sa monnaie chez soi. Donc, il est indispensable de penser justement à cette impression de la monnaie sur le territoire africain ou bien dans chaque pays qui veut battre. Non, oui, parce que c'est toi qui décides du moment où tu augmentes la masse monétaire et du moment où tu diminues. Quand tu diminues, tu rachètes ta monnaie. Quand tu veux augmenter, tu imprimes. Mais tu ne dois pas dépendre de la volonté de quelqu'un. Et si l'usine se trouve chez quelqu'un et on lui dit tu ne peux plus faire. Et le jour où tu décides, on décide même de le prendre pour mettre en prison. Tu fais quoi? Dr. Fokam. Parce que je ne suis pas dans la doctrine. Je mets des gens qui disent oh, il faut sortir, il faut ne pas sortir, il faut. Non, il faut réfléchir, penser et penser. D'accord. Alors, je vais vous donner un mot de fin, parce que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Et comme vous avez dit, vous vous rendez compte que ne pas parler ou ne pas partager, c'est une faute. On espère que cette prise de conscience va continuer et que vous allez poursuivre sur cette voie de partage avec nous et nos nombreux téléspectateurs. Non, je partage très souvent. Oui. Dans les amphithéâtres, dans les amphithéâtres. Mais les médias sont un relais beaucoup plus important. Bon, je risque d'inviter les médias à participer à mes conférences. Donc je voudrais vraiment vous laisser la parole pour un petit moment, pour une sorte de conclusion. Après avoir écouté toutes ces émissions sur le questionnement, sur le travail, sur effectivement la monnaie, sur le terrorisme, sur l'actualité géopolitique. La conclusion, c'est quoi? L'Afrique n'est toujours-elle pas maudite, comme vous le dites toujours? Non, je fais un appel à tous les fils et filles d'Afrique qui sont engagés dans la voie du développement, qu'ils doivent changer ou disparaître. Parce que l'Afrique doit changer ou elle disparaîtra. Merci beaucoup, Dr. Fokam. Merci. Madame, merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode et partant de cette série. C'était un réel plaisir d'être à votre compagnie. Nous espérons que, comme nous, vous avez beaucoup appris de ces différents épisodes. Prenons rendez-vous très prochainement. Nous espérons, grâce à vos commentaires, grâce à vos appuis, que nous allons convaincre notre hôte de revenir pour une nouvelle série. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. L'Afrique est la mère de toutes les tendances. C'est la terre-mère. Je ne suis pas africaine parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent le plus merveilleux du monde. Je suis fier de mes origines. L'Afrique, c'est le début, le milieu et la fin.
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique qui, comme vous vous en doutez, actualité oblige, concerne une fois de plus le Mali, notamment la décision scandaleuse de la CEDEAO de refuser le délai de 24 mois proposé par le gouvernement malien comme durée de sa transition. Mais avant de développer, je vous invite, pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, à vous abonner massivement sur cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité africaine en général et en ce moment spécifique de l'actualité malienne, puisque comme vous le voyez tous, le Mali est au cœur de l'actualité africaine. Dans cette chronique, en quelques points, nous allons vous démontrer pourquoi il est vital pour les puissances occidentales, avec en tête de file la France et leurs alliés africains, notamment à travers la CEDEAO, de plonger absolument le Mali dans le chaos. Il faut éviter que le Mali devienne un exemple. Il faut tout faire pour que la transition échoue, parce que si jamais cette transition réussit et aboutit à des élections justes et transparentes, alors le Mali aura démontré qu'on peut dire non à l'impérialisme et s'en sortir. Et naturellement, ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans ce climat de dépendance permanent ont peur qu'un succès du Mali retentisse sur tous les autres pays africains qui sont encore sur le joug des puissances coloniales, avec la complicité bien entendu de leurs alliés à la tête de certains de ces États. Par conséquent, à travers cette décision inique de la CEDEAO, vous comprenez très bien qu'on a décidé de punir le Mali, de punir les autorités maliennes actuelles pour justement éviter qu'ils soient présentés comme des modèles. Il ne faut absolument pas que le Mali soit un exemple. C'était déjà le cas pour Haïti dans les années 1800, quand ce pays a courageusement réclamé son indépendance. On a développé tous les mécanismes pour empêcher Haïti de briller. C'est ainsi que les avoirs de Haïti, comme ceux de l'État malien aujourd'hui, ont été bloqués. C'est aussi comme cela qu'on a imposé une dette coloniale insupportable à Haïti pour justement empêcher que Haïti devienne un exemple. Et ce n'est pas le fait du hasard si certaines zones, aujourd'hui appelées la France d'outre-mer, ont renoncé à leur indépendance parce qu'il fallait justement ne pas être comme Haïti. L'exemple était tellement frappant qu'aucune autre partie colonisée ne voulait suivre ce chemin. L'autre exemple également, pour revenir en Afrique, c'est ce qui s'est passé en Guinée, en République de Guinée, notamment en 1958, après le nom historique de Sékou Touré. Il s'agit de la continuation du même et seul complot. Celui-là qui s'inscrit dans la contradiction devenue fondamentale entre les options socialistes faites par le peuple de Guinée et les prétentions illégales de certaines puissances qui voudraient encore maintenir la Guinée, malgré sa volonté, dans un carcan d'exploitation favorable à leurs intérêts particuliers. Tous les mécanismes ont été mis en œuvre pour punir la Guinée. Et quand je dis tous les mécanismes, c'est vraiment tous les mécanismes. On a armé l'opposition guinéenne pour créer un climat d'insécurité permanent dans ce pays et essayer, pourquoi pas, de renverser Sékou Touré. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, que les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Vous comprenez bien que ce qui se passe au Mali aujourd'hui n'est pas anodin. Ces groupes rebelles, qualifiés aussi tantôt de djihadistes, sont effectivement là pour créer un climat d'insécurité permanent au Mali et fragiliser de ce fait l'État.
Vous vous rappelez également, pour ce qui concerne la Guinée, de ce qu'on avait appelé à l'époque l'opération Persil. Parce que comme la Guinée avait refusé la communauté, la Guinée a eu sa propre monnaie, dont elle n'avait pas, comme c'était le cas des autres pays qui avaient accepté la communauté, pour monnaie le franc colonial qui était le franc CFA. Alors, qu'est-ce que la France a fait à l'époque? Elle a fabriqué des tonnes de faux billets pour injecter dans l'économie guinéenne et déstructurer cette économie. Et jusqu'aujourd'hui, la Guinée paye le lourd tribut de ses actions punitives. Donc ce que le Mali est en train de subir aujourd'hui, avec ces sanctions totalement illégales, illégitimes de la CEDEAO, avec l'acharnement de la France et de ses alliés africains, c'est justement qu'on a décidé de punir le Mali. Il ne faut surtout pas que la transition réussisse. Deuxième élément, pour vous démontrer ce qui est en train de se passer au Mali, c'est qu'il ne faut pas qu'à l'issue de cette transition, le chef de l'État malien soit le fruit de la volonté populaire. En d'autres termes, il ne faut pas que ce soit un président légitime. C'est pour cela qu'il faut empêcher la transition de mettre sur pied un certain nombre d'institutions et d'organes à même de garantir aux Maliens une élection juste et transparente. Parce que l'enjeu derrière, c'est que ces pays-là qui veulent absolument tenir le Mali, veulent que le prochain président du Mali soit quelqu'un qui leur est favorable. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour que les élections s'organisent dans un climat chaotique, et comme ça on pourra facilement manipuler et mettre à la tête finalement de l'État celui que les Maliens n'auront pas choisi. Et celui-là naturellement leur sera redevable et va alors remettre en cause tous les acquis de la transition. Donc il faut bien comprendre que la précipitation avec laquelle on veut pousser le Mali à organiser les élections est voulue. Vous vous rappelez très bien qu'on a obligé la Côte d'Ivoire à son temps, dans un contexte de crise, d'organiser les élections alors qu'une partie du pays était totalement jonchée de rebelles encore en armes. Le résultat, tout le monde le connaît, c'était le chaos, mais le résultat pour ceux qui avaient mené cette opération a été largement atteint parce qu'en fin de compte est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire celui qu'ils avaient choisi. Vous vous rappelez de la déclaration du président Sarkozy avant même la proclamation officielle des résultats. Un président est élu en Côte d'Ivoire, l'ensemble de la communauté internationale et les Nations Unies l'ont reconnu. Ce président, c'est M. Alassane Ouattara. La France soutient la démocratie et la volonté libre du peuple ivoirien. Si vous suivez constamment l'actualité malienne, vous allez vous rendre compte que la plupart des renversements de régime dans ce pays ont eu lieu au mois de mars. Donc on peut bien comprendre que la carte qui est en train de jouer la CEDEAO et ses alliés, c'est celle du temps. Parce qu'ils espèrent qu'il y aura une grogne sociale très bientôt qui va conduire à une situation de chaos et pouvoir justement mettre en difficulté les autorités de la transition et fait, comme ils ont souvent eu à le faire ailleurs, main basse sur cette révolution populaire. Il est très important, chers Africains, que vous compreniez quel est le mécanisme. On peut bien se demander pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur les élections alors qu'on sait, et cela a été démontré à travers le temps, qu'il ne suffit pas d'organiser les élections pour régler des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on laisse certains chefs d'État modifier à souhait leur constitution, c'est-à-dire commettre des coups d'État pour se maintenir indéfiniment au pouvoir ? On se rappelle qu'en 2008, le président Paul Biya au Cameroun a fait modifier la constitution pour pouvoir être président du Cameroun ad vitam aeternam. Ça a été le cas au Congo, ça a été le cas récemment en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, la fameuse communauté internationale est restée totalement muette. C'était également le cas récemment en République de Guinée. Pourquoi on peut se revendiquer, être le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme, et rester totalement silencieux quand ces droits de l'homme, quand ces libertés sont bafouées dans plusieurs pays dont on a pourtant un regard précis? C'est le cas notamment au Bénin aujourd'hui, où Patrice Talon, qui avait annoncé ne faire qu'un mandat, est finalement à son deuxième mandat. Et pour avoir ce mandat, il a dû brimer de manière violente l'opposition béninoise. Plusieurs opposants aujourd'hui sont en prison. C'est encore le cas au Cameroun, qui aujourd'hui est certainement l'un des pays au sud du Sahara qui compte le plus de prisonniers politiques.
C'est le cas aussi récemment en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara, pour avoir son 3e mandat, a dû brimer certains opposants. À ce moment-là, où était la communauté internationale? Où était la CEDEAO? Où était la France? Il faut bien que les Africains comprennent. On va se rappeler un peu du 2 poids 2 mesures dont la France ferait preuve à chaque fois. Pour revenir à l'élection au Cameroun, écoutez ce qu'en disait le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Est-ce que, de votre point de vue, ce scrutin au Cameroun était une élection libre et transparente? Moi, je n'ai pas la capacité de juger, puisqu'il n'y avait pas de mission de contrôle, de vérification initiée où la France était présente. Je constate qu'il y a une élection qui s'est déroulée néanmoins dans le calme, même si il y a eu quelques difficultés dans les régions anglophones. Je constate qu'un président a été déclaré élu, Paul Biya, par le Conseil constitutionnel. Il a été déclaré élu, donc je le constate, par les institutions camerounaises. Je le constate. Et nous avons, à l'égard de Paul Biya, une relation de confiance. Vous voyez bien qu'il donne pour argument le fait que la France n'a pas envoyé des observateurs au Cameroun. C'est pour cela que ce simulacre d'élection a été adoubé en France. On aurait pu lui accorder du crédit, sauf que quelques mois plus tard, il y a une nouvelle élection, cette fois-là en République démocratique du Congo. Tenez-vous bien, comme au Cameroun, la France n'a pas envoyé d'observateurs en République démocratique du Congo. Mais écoutez ce que va dire Jean-Yves Le Drian, une fois de plus, au lendemain des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait et à ce qui était avancé. Il y a des risques. Mal tourner parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections et qui aujourd'hui... Et qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce qu'elle observe? La France agit... Elle s'en mêle pas? Elle s'en mêle? La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels. Vous convenez avec moi qu'on n'y comprend finalement plus rien. Mais tout cela est voulu. C'est pour cela que vous verrez qu'ils font tout pour que jamais un président légitime ne se retrouve à la tête de nos États. Parce que si un président est légitime, avec une assise populaire certaine, alors il pourra faire comme le Mali. Un autre élément important que je voudrais vous amener à relever, c'est le fait que depuis au moins Jacques Chirac, les présidents après lui annoncent qu'ils vont rompre avec la France-Afrique. C'est fini la France de papa. Nous voulons une nouvelle relation. Nous voulons un nouveau partenariat avec l'Afrique. De Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, ils l'ont tous annoncé. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, une fois à l'Élysée, personne ne respecte plus ses engagements vis-à-vis de l'Afrique. La réalité aujourd'hui, chers Africains, pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est que la France dépend énormément de l'Afrique. Et avec Emmanuel Macron, certains Africains avaient beaucoup d'espoir parce qu'on disait, lui, il vient d'une autre école. Il n'est pas de la vieille politique française. Il n'est ni de gauche, ni véritablement de droite. Avec lui, ce sera différent. Quelle déception. N'oubliez pas, abonnez-vous sur nos différentes pages et surtout, activez la cloche de notification pour désormais ne plus rien rater de l'actualité africaine et en ce moment spécifique de l'actualité malienne. Bonjour, Monsieur Flao. Bonjour à vous. Monsieur Fassifieri. Madame Tariq, bonjour. Moi, c'est Natacha Zingper. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. La chaîne Vox Africa. À Tanger, à Kinshasa. Bienvenue sur Vox Africa. C'est ce défi-là qu'il faut relever. Je suis Christelle Pananzila. J'ai rejoint Vox Africa depuis 2017 de Bruxelles. Je couvre les forums économiques à travers le monde et les news pour Vox Africa. Restez connectés car l'Afrique, c'est aussi sa diaspora.
wanna have a good time. I'm not looking for love, just wanna have some fun. I'm not looking for love. Na 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 na. My body, sexy body. I see you looking over here, looking at me. I know you wanna touch my body, sexy body. I know you like it when you see me working it. I know you like it. You wanna put your head on me, but can you hold me, satisfy me, make me feel like nobody, baby. Na 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 na. Gift Beats. Kakono wako kupita dinanga deba ki didi dinkolesha leke langwimbela nashinda kya kupupa Muchilo kunayo njo ile utaua nayo nyoka Makuta shitenesha mais je vais faire un geste na romoya Nisichunge ni coupe motoka Même plus tard ça arrivera Sache que je vois tous les efforts que tu fournis pour moi Naturellement belle wako kupita shimone Nanani ntaku comparé Avant la tienne ma vue peut passer Quand tu me dis je t'aime plus le temps de douter Ragadam dam Rena kona ni ma zing zing zong Rena pika boum 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 Muta mon supo koni yeah 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 Pascalina Oh Lina Pascalina Dinanga deba ki didi din kolesha Pascalina Oh Lina Pascalina Mamou ki mamou Laisse-moi te dire, tu sais c'est pas facile dans notre culture de dire je t'aime aux gens qui comptent Même beaucoup plus, ce soir je l'avoue Il fallait que je le dise par un disque ou par écrit Le moyen importe peu Le temps que j'y arrive Avant que tu nous quittes Nashinda gya kukupa achani kuimbie En guise de gratitude Ragadam dam Rana kona ni ma zing zing Quand tu me dis je t'aime plus le temps de Pascalina Oh Lina Pascalina Dinanga deba ki didi din kolesha Pascalina Oh Lina Pascalina Mamou ki mamou Up your phone calls unless you figure out what you want. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. It feels like you're not ready to settle down. So why would I stick around? I got to move on with my own life. Everything you want, everything you need, everything you desire. Tell me what you want. Everything you want, everything you need. Tell me what you want. Je t'aime,
Je sais que tu veux pas l'entendre, tu me dis d'attendre, mais combien de temps encore? Car mon cœur saigne. I don't know how longer I will wait for you. Je t'aime. Je sais que tu veux pas l'entendre, tu me dis d'attendre, mais combien de temps encore? Car mon cœur saigne. I don't know how longer I will wait for you. I love you, toi et moi c'était l'amour fou. I need you, mais sans toi y a pas de nous. Pendant tout ce temps, j'ai tout donné. Tes erreurs, j'ai pardonné. Plus tant d'attendre, j'en ai assez. C'est bon, maintenant tu peux te casser. Plus rien à foutre, je suis lassé. Plus le temps d'attendre, c'est décidé. Plus tant d'attendre, j'en ai assez. Plus besoin d'écouter. Je m'en vais. Everything you want, everything you need, everything you desire. Tell me what you want. Everything you want, everything you need. Tell me what you want. Je t'aime. Je sais que tu veux pas longtemps, tu me dis d'attendre. Combien de temps encore? I don't know. I don't know. How long I'll wait for you, baby. Yeah. Combien de temps? I don't wanna wait anymore. I don't know. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Quand je te vois, moi ça me trouble. Quand tu parles, moi ça me trouble. Et quand tu ris, ça me trouble. Non, j'imagine même pas. Quand tu me touches, moi ça me trouble. Quand tu bouges, moi ça me trouble. Jolie chérie, ça me trouble. Non, j'imagine même pas. Ton sourire, tes beaux yeux, ton fou rire, tes faux yeux, ton piercing, moi je te veux. Veux-tu danser avec moi? Non, j'imagine même pas. Love it. Love it, love it, love it. Veux-tu danser avec moi? Love it, love it, love it, love it, love it. J'imagine même pas. Quand tu m'appelles, moi ça me trouble. Quand tu es là, moi ça me trouble. Petit selfie, ça me trouble. Non, j'imagine même pas. Quand tu swag, moi ça me trouble. Quand tu marches, moi ça me trouble. Sexy, sexy, ça me trouble. Non, j'imagine même pas. Ton sourire, tes beaux yeux, ton fou rire, tes faux yeux, ton piercing, moi je te veux. Veux-tu danser avec moi? Oh oui, c'est sérieux, je suis séduit, tu me rends heureux. Oui darling, mon cœur te veut. Oh oh, danse avec moi. Love it, love it, love it, love it, love it. Veux-tu danser avec moi? Love it, love it. Love it, love it, love it. Non, j'imagine même pas. Love it, love it, love it, love it, love it. Veux-tu danser avec moi? Love it, love it, love it, love it, love it, love it. J'imagine même pas. C'est que moi j'ai quand je te vois. Non, j'imagine même pas. C'est que moi je ressens pour toi. Non, j'imagine même pas. C'est que moi je quand je te vois. Non, j'imagine même pas. Non, j'imagine même pas. C'est que moi je ressens pour toi. Non, j'imagine même pas. Non, j'imagine même pas. Ton sourire, tes beaux yeux, ton fou rire, tes faux yeux, ton piercing, moi je te veux. Veux-tu danser avec moi? Oh oui, c'est sérieux, je suis séduit, tu me rends heureux. Oui darling, mon cœur te veut. Oh oh, danse avec moi.